de présentiel. En tout cas, je te remercie, François, d'avoir accepté de nous animer ce webinaire sur l'obésité pour ventilation. C'est un sujet charnière entre nous et nos amis anesthésistes réanimateurs. C'est un sujet où des fois on se pose la question, qu'est-ce que je pose, une VNI ou une CPAP, qu'est-ce que je fais, la gazométrie, la polygraphie, comment je peux, je dirais, screener tout ça et comment le placer en fonction du malade et des priorités d'urgence du malade. Je vais peut-être. Alors, Mahmoud Faroudi, c'est un anesthésiste réanimateur. Il est professeur et chef de service au service de réanimation de l'hôpital Ibn Sina. Il a été très en contact avec l'histoire du Covid. Ils ont même dans leur service utilisé les VNI et les masques VNI qu'on a mis en urgence, qui ont été fabriqués au Maroc et ont mis en urgence chez eux à l'hôpital et en service de réanimation. Je lui passe la parole pour qu'il puisse nous en dire plus et te présenter, François. Vas-y, Farouk. Mamoun. Merci. Déjà, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette session que j'espère plus interactive possible. Cette session, effectivement, anesthésiste, animateur et pneumologiste pour cette fonction respiratoire qui représente pour notre champ de bataille. Nous avons aussi des dispositifs, des thérapeutiques. Je me contacte avec la communauté de pneumologues. Excuse-moi, Mahmoud, la liaison est très très mauvaise. J'ai une voix très hachée là. Ouais. Aussi, Mohamed Non, moi aussi, je l'entends très mal. Je pense il y a un truc qui est haché. Il n'y a pas un deuxième appareil qui est branché dans la pièce ou un truc comme ça? Non, par contre, on a un écho qui rend inaudible le propos. Peut-être. Rapidement, le docteur François Viau, pneumophysiologue de l'hôpital de Bligny. Il est enseignant en œil et sommeil, pathologie du sommeil aussi, en vention invasive et appareillage respiratoire. Donc, sans plus tarder, docteur Viau. Alors, rien que je te reprends, Mamoun, parce qu'on n'entendait pas très bien ta voix parce qu'elle était hachée. Alors, François Viau, c'est un pneumologue. Il est à Bligny, il fait de la consultation après avoir été chef de service là-bas. Il fait de la formation médicale continue aussi bien sur la VNI que sur le sommeil aux ateliers d'Arcachon et puis aussi à Paris. Je te passe la parole, François, vas-y. D'accord, donc je fais partager l'écran et on va. Je vous demande si tout est OK. Voilà. Est-ce qu'il faudrait que je trouve le topo? Alors là, il a disparu. Ça doit être celui-là. Voilà, je pense que c'est là. Alors oui, mais il ne faudrait pas que ce soit. Voilà, excusez-moi, mais il faut que j'aille diaporama. Voilà, OK. À partir du début, si ça va bien. Voilà, on y est. Si la réception est bonne, je vais replier les petites images. Je ne sais pas que je ne veux pas vous voir, mais je vais vous mettre par côté. Il faut y voir quelque chose. Et je commence. Tout est OK? Oui. Voilà. Donc, le sujet, c'est en charge le syndrome obésité hypoventilation. Est-ce qu'on le prend par PPC ou par VNI? Okay. Alors, le syndrome obésité hypoventilation est une définition consensuelle de base depuis le test Romain Kessler 2001, l'équipe de Strasbourg. On le définit comme étant l'association d'une hypoventilation alvéolaire, c'est-à-dire d'un couple hypoxémie-hypercapnie avec en dessous de 70 mm de mercure de PO2 et au-dessus de 45 mm de mercure de PCO2, associé à une obésité, l'obésité étant définie par un index de masse corporelle supérieur à 30 kg par mètre carré,
Le dernier élément est extrêmement important, c'est toute autre cause d'hypoventilation alvéolaire exclue. Parce qu'en effet, on peut être syphoscoliotique et en surpoids, on peut être neuromusculaire et en surpoids, BPCO et en surpoids. Donc le syndrome obésité-hypoventilation, c'est ça, c'est une hypoventilation alvéolaire, mais en gros, c'est avec des poumons normaux où il y a ça. Donc c'est un couple hypoxémie-hypercapnie avec une obésité. Alors, la Société européenne des respiratoires en a donné une définition qui est meilleure. Pourquoi? Parce qu'elle est évolutive. En fait, elle tient compte du profil évolutif de la capnie avec le temps. C'est-à-dire qu'on ne tombe pas brutalement du jour au lendemain en hypoxémie hypercapnie quand on est en surpoids. Donc, c'est un processus qui se fait progressivement. Donc, vous voyez, on a distingué ici plusieurs cas dans la task force européenne qui a publié dans l'European Respiratory en 2017. Et on s'aperçoit que finalement, il y a un moment où la pathologie évolue avec simplement une hypercapnie diurne plus ou moins intermittente. Et puis, au fur et à mesure que l'évolution de la pathologie se fait, on a ce qu'on appelle ici une hypercapnie permanente et nocturne. Ici, et dans le dernier stade, et s'y associent des complications et des comorbidités cardiométaboliques. Donc, ça donne une vision évolutive de cette pathologie. Et nous, quand on arrive pour s'occuper de cette pathologie, ben, on ne sait pas très bien à quel stade elle en est. Donc, on l'identifie très bien à partir des moments où l'hypercapnie est permanente, diurne et nocturne. On dit, bon, ben, tiens, ça, c'est quelqu'un qui est très gros et qui a hypoxémie hypercapnie. Mais cette définition, elle a l'avantage de tenir compte de la logique évolutive progressive d'un syndrome d'hypoventilation alvéolaire. En fait, le syndrome d'hypoventilation alvéolaire n'est pas spécifique, comme vous le savez, de l'obésité et hypoventilation. Vous le retrouvez dans la syphoscoliose, dans les maladies neuromusculaires et même dans les BPCO, qui sont des pathologies où les poumons ne sont pas normaux. Vous avez dans l'évolution un syndrome d'hypoventilation alvéolaire, et ce syndrome qui réunit en fait toutes ces pathologies. Et comment il évolue avec le temps? Vous le revoyez sur ce schéma ici. Ce qui est figuré en bas dans la zone bleutée, c'est des troubles respiratoires qui se passent la nuit et que l'on peut identifier avec nos moyens d'étude. Puis, à un moment, vous avez une émergence de jour qui s'appelle ici abnormal daytime gas exchange, c'est-à-dire en gros, vous identifiez l'hypoxémie, l'hypercapnie. Mais ce syndrome a une histoire naturelle. C'est-à-dire que si vous le laissez évoluer, comme on l'a fait pendant des siècles finalement, depuis les hommes préhistoriques jusqu'à peu près les années 50, on ne savait pas si ça existait ou pas, mais du jour où on a vu que ça existait, le syndrome obésité-hypoventilation, si vous le laissez évoluer, mais il évolue pour son propre compte, avec des symptômes dans la journée, puis après vous finissez par un cœur pulmonaire chronique, c'est-à-dire une insuffisance ventriculaire droite induite par ce syndrome. Enfin, son évolution logique, terminale, c'est une insuffisance respiratoire, respiratory failure ici. Donc, si vous continuez, alors très souvent, cette phase finale, elle est poussée par une petite complication, une grippette, n'importe quoi, qui fait basculer dans l'insuffisance respiratoire quelqu'un qui souvent l'ignorait, était déjà en syndrome obésité-hypoventilation évolutif. Ce qui n'est pas figuré sur la diapositive, c'est que si vous sortez de cette diapo, vous voyez ici, après vous êtes mort. Hein. L'évolution logique d'un syndrome d'hypoventilation alvéolaire, c'est de mourir. Alors ça se fait plus ou moins vite, mais ça finit toujours mal. Vous pourriez vous dire, mais ça, c'est pas très, très fréquent, parce que quand même, on est au 21e siècle, c'est pas possible, on a les moyens de les voir arriver. Détrompez-vous, hein. Les grands obèses, ils sont découverts dans 15 à 20% des cas au stade de l'insuffisance respiratoire terminale ou terminale. Ce qui veut dire que ce sont les réanimateurs qui nous en trouvent un grand nombre. Les autres étant arrêtés maintenant dans les services de pneumologie et laboratoires du sommeil. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect des choses, c'est que grosso modo, on va avoir à gérer ces patients, souvent sans avoir connu leur passé,
et quand ils débarquent à un stade terminal de leur maladie comme circonstance de découverte. Il faut bien garder ce schéma dans la tête parce que de toute façon, vous pouvez arriver là, la nuit, là, sur un gaz du sang, là, là ou là, et c'est pas écrit sur le front du malade, ah ben, j'étais comme ça, c'est à vous de vous dépatouiller pour savoir où on en est. C'est pas toujours facile. Alors, est-ce que c'est important, le syndrome obésité-hypoventilation? Ben, on a découvert assez vite, depuis cet article Princeps de Nova, en 2004, que c'était une comorbidité qui était très importante. C'est ce qu'on appelle en fait, c'est la comorbidité respiratoire. Parce que vous savez, on parle beaucoup de comorbidité cardiovasculaire chez nos grands obèses, et c'est vrai qu'ils meurent de beaucoup de complications en rapport avec l'obésité et les troubles métaboliques. Mais la comorbidité respiratoire, c'est d'avoir une insuffisance respiratoire hypoxémique hypercapnique. Alors, cette étude est très intéressante parce qu'elle a bloqué aux urgences d'un grand hôpital des États-Unis. Ils se sont amusés à prendre tous leurs obèses qui arrivaient aux urgences, quelle que soit la cause. Alors, ce qui est bien, parce qu'aux États-Unis, on ne manque pas d'obèses. Hein. Vous êtes allé là-bas, vous savez qu'il y en a plein les rues, dans les grandes villes, il y a des obésités partout. Donc, vous les prenez tous, qu'ils soient rentrés pour une histoire chirurgicale, pour un coup de feu, pour quoi que ce soit d'autre, une poussée, un infarctus. Vous les prenez tous, et là, ils ont tous les examens puisqu'ils arrivent aux urgences. Donc, ils ont tous un gaz du sang et un bilan. Et ensuite, vous assurez leur suivi en faisant 2 cohortes. Ceux qui avaient des gaz du sang normaux à l'entrée, vous apercevez qu'à 18 mois, leur mortalité est de 9%. Et ceux qui étaient arrivés hypercapniques, c'est-à-dire avec finalement une comorbidité respiratoire, et là, vous voyez que la mortalité est de 23%. Donc, vous vous dites, c'est plus grave d'avoir une hypoxémie hypercapnique que de pas en avoir quand on est obèse. Parce qu'il y a quand même des obèses qui n'en ont pas. Bon. Donc, c'est une comorbidité à prendre en considération. Alors, si vous étudiez globalement pourquoi il y a des obèses qui ont une hypoxémie hypercapnie, vous vous attaquez à une physiopathologie qui est assez complexe. Il y a de multiples facteurs chez ces patients peuvent générer de l'hypercapnie chez l'obèse. Donc, ils sont encadrés ici dans un papier publié par Piper dans Chest en 2016. Vous voyez que ce qui va aboutir à une hypoxémie avec hypercapnie, c'est une diminution des volumes pulmonaires avec une augmentation du travail respiratoire, mais il y a aussi une augmentation chez les grands obèses de la production de CO2. Il y a peut-être même un facteur central autonome qui est une résistance à la leptine. La leptine étant une hormone sécrétée par les adipocytes qui a la capacité de vous faire respirer plus fort et plus vite, c'est-à-dire d'accélérer votre drive. Bien. Donc, vous voyez que ces facteurs, là, après, on peut s'amuser à faire des tas de schémas pour savoir comment tout ça intervient. Mais en gros, le résultat de tout ça, il est double. C'est que ce sont des patients qui, ont des anomalies respiratoires nocturnes, sous forme soit d'apnée, soit d'hypoventilation nocturne, et 2, qui ont en permanence au repos une réduction de l'activité de base des centres respiratoires, c'est-à-dire de ce que les anglo-saxons appellent le drive. Autrement dit, s'ils sont hypoxémiques et hypercapniques, c'est qu'ils ne respirent pas assez fort avec leurs poumons normaux pour renouveler leur oxygène et éliminer leur gaz carbonique de leurs alvéoles. Donc, si vous n'avez pas beaucoup d'oxygène dans l'alvéole et trop de gaz carbonique, ben forcément, dans le sang qui sort de l'alvéole, pour retourner au cœur, eh bien, il y a une hypoxémie et une hypercapnie. Et vous pouvez évidemment la combattre en respirant plus fort, mais de base, les patients ne respirent pas assez fort. Ils ont un drive respiratoire qui est diminué. Bien. Quel que soit le stade auquel on voit le patient, et vous reconnaissez ce schéma, le trouble physiopathologique qu'ils ont présenté au départ dans leur trouble respiratoire nocturne est toujours présent. C'est-à-dire que là où vous voyez une grosse flèche, vous avez des anomalies qui se produisent dans la respiration et dans le sommeil. Alors, quel type d'anomalie on trouve? On trouve très souvent un syndrome des apnées du sommeil très important, qui est bien ici évoqué par des saturations et resaturations en permanence, qui donnent ces fameux aspects en dents de peine. Là. Et vous voyez, si ça s'arrête ici, c'est probablement que le patient est réveillé.
soit vous trouvez un autre type, ici, qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on voit dans les kyphoscolioses, par exemple, ou dans les neuromusculaires, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas ou très peu d'apnée et qui ont ici des désaturations prolongées d'1 minute, une demi-heure, qui se produisent en général en sommeil paradoxal, avec quelques apnées centrales au fond. Et puis vous avez un troisième, je vais dire phénotype, pour parler à l'anglaise, troisième forme clinique, qui va vous montrer sur un tracé d'oxymétrie nocturne de 8 heures, bien, j'allais dire, fromage et dessert. C'est-à-dire que, grosso modo, vous avez d'une part les désaturations et resaturations ici permanentes qui vous évoquent les apnées, et d'autre part, une descente de la ligne de base que vous voyez ici et que vous voyez ici, et qui évoque l'association des deux troubles, c'est-à-dire du trouble apnée associé à des désaturations prolongées importantes. Alors, si on raisonne par rapport à cette physiopathologie simplifiée, on va se trouver sur ces trois modèles qu'on peut reconnaître facilement sur une courbe d'oxymétrie. Ils vont nous donner logiquement une orientation thérapeutique. Très logiquement, si vous voyez plein de dents de peigne comme ça et que des dents de peigne, si vous faisiez là-dessus une polygraphie respiratoire, vous trouveriez que c'est pourri d'apnée du sommeil obstructif avec un ronflement. Qu'est-ce que vous allez me dire que vous allez faire? Ben, vous allez faire une pression positive continue, une CIP. Si vous prenez un patient très obèse qui a une hypoventilation alvéolaire et chez qui vous trouvez ce type de courbe ici, avec des désaturations prolongées, vous allez me dire, ben, très logiquement, celui-là, je vais lui faire une VNI comme j'aurais fait une insuffisance respiratoire restrictive pariétale ou neuromusculaire. Évidemment, très logiquement, si vous trouvez l'association des deux, ce que vous allez faire, c'est une VNI, mais avec une PEP très élevée, ce qu'on appelle la ventilation à 2 niveaux de pression. Voilà. Alors, si on raisonne sur ce modèle-là, bah, c'est facile, CAP. Bon, alors, très tôt, en fait, on s'est aperçu que ce concept existait, puisque vous voyez, Berger, dès 2001, avait déjà découvert que dans le syndrome obésité-hypoventilation, il y avait ce qu'on appelle un spectre, une étendue, un éventail, disons, de troubles respiratoires. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend en laboratoire du sommeil 23 patients hypercapniques. Alors oui, ce n'est pas des faux malades, hein. CO2 57, CO2 55, c'est des vraies obésités, hein, 56 d'INC, mais il vous dit bien avec ou sans apnée, puisque vous en avez qui ont 9 apnéeurs et le plus gros, enfin, le plus apnéique, en a 167. Hein. Mais il les titre tous sous pression positive continue avec un pneumotachographe qui permet d'étudier la limitation de débit, c'est-à-dire, en fait, vous savez ce qu'on appelle la limitation de débit, c'est la tendance des voies aériennes à se fermer. Et donc, dans ces cas-là, ça arrive avant l'obstruction complète des voies aériennes supérieures. Et dans ces cas-là, le débit est limité, puisque, évidemment, plus le patient tire pour avoir du débit, plus il collapse ses voies aériennes, et donc ça donne un aspect en plateau de la courbe inspiratoire au moment de l'inspiration. Alors, avec ça, il se dit, je vais faire la part des responsabilités entre une hypoventilation qui serait d'origine pariétale, chez des patients qui n'ont pas vraiment de syndrome des apnées du sommeil, et une hypoventilation qui serait due à une augmentation persistante des résistances des voies aériennes sous pression positive continue. Alors, il obtient deux types de trucs. Par exemple, ici, il y a des apnées, des reprises respiratoires, des apnées, avec évidemment des désaturations. Vous voyez, donc il a un aspect d'apnée. Il fait sa titration. Vous voyez ici, il n'y a plus d'apnée. Donc, on pourrait dire, c'est super. En fait, si vous regardez bien, là, alors comme c'est un peu difficile à voir sur ce dessin, je vous l'ai fait comme ça. Vous voyez, vous avez des aspects de limitation de débit ici, en plateau. Mais une fois qu'il a fini sa titration, c'est-à-dire qu'il a titré correctement, il termine comme ça, c'est-à-dire avec des aspects bien ronds, inspiration, expiration. Et là, j'ai titré mon patient, je n'ai pas eu de souci, je vais le mettre sous PPC prêt, ça va marcher. À l'inverse, vous avez des patients qui ont ce profil-là. Vous voyez, il y a une désaturation, mais pas d'apnée. Il y a toujours un petit peu de limitation de débit.
Mais quand il supprime cette limitation de débit ici, on voit qu'elle n'existe plus, là je vous l'ai agrandi comme ça, eh bien, en fait, quand il a supprimé cette limitation, il lui reste un espèce de trouble respiratoire dans lequel il y a des irrégularités respiratoires et en fait de l'hypoventilation. C'est exactement ce qu'on voit dans le sommeil paradoxal, en fait, c'est-à-dire des respirations irrégulières et superficielles qui s'accompagnent souvent de quelques apnées centrales d'ailleurs. Ça provoque un effondrement de la saturation prolongée et à ce moment-là, il émet sous VNI et il obtient une correction correcte. Donc, si vous voulez, il y avait déjà cette idée-là qu'on peut avoir une limitation de débit, mais qu'une fois que la limitation de débit est éliminée, ça suffit, si ça ne suffit pas, on peut mettre une VNI. Revoyons un petit peu tout ça. Le type apnée répétée, ça représente à peu près 85% de tous les syndromes obésité et hypoventilation. En fait, il s'agit de patients qui ont un très gros syndrome d'apnée obstructive du sommeil. En fait, ce sont des gens très très gros. Vous voyez arriver dans le laboratoire du sommeil, qui ronflent parce qu'ils ont une somnolence. Vous les enregistrez et vous trouvez un grand syndrome apnéique. Dans ces cas-là, évidemment, vous vous dites, il n'a qu'un syndrome des apnées du sommeil. Je vais corriger ces apnées. J'espère bien que la correction de ces apnées va aussi corriger l'anomalie des gaz du sang. Alors, c'est ce qui se produit. C'est-à-dire que ces patients-là, qui sont ce contingent de patients vu là dans un papier de test en 2001 lui aussi, qui on avait mis tout le monde sous PPC, on s'aperçoit que c'est ce contingent ici qui a des apnées et rien que des apnées qui corrige sa PCO2, vous voyez entre 45 et 54 ici, qui va aplatir sous PPC en 2 ou 3 mois, faire disparaître son hypercapnie. Donc, on pourrait dire que c'est tout à fait suffisant pour traiter la comorbidité respiratoire de ces patients. Et d'ailleurs, en général, c'est ce qui se passe pour ce contingent répondeur. Mais si vous avez effectivement au laboratoire du sommeil un profil comme celui-ci, vous voyez ici une courbe de saturation de l'hémoglobine nocturne qui démarre un petit peu basse, qui est logique, et vous voyez de grandes désaturations ici, prolongées. Et vous voyez même un truc en plus qu'on peut voir, c'est que cette saturation a baissé durant la nuit, ce qui correspond, nous le verrons, à une montée progressive de la capnie durant la nuit. Ce type de phénomène est constaté préférentiellement dans les pathologies pariétales et neuromusculaires et va concerner environ 10 à 15% suivant les séries des syndromes obésité hypoventilation. Ils ont souvent, quelquefois, un petit syndrome apnéique associé, mais ce sont des syndromes aux alentours de 10 à 15 apnées heure, ou apnée ou hypopnée. Alors ceux-là, qu'est-ce qui leur arrive? Il leur arrive que, grosso modo, par exemple, s'ils démarrent leur nuit avec une PCO2 à 55, au fur et à mesure qu'ils font des désaturations nocturnes prolongées, alors ce que je vous montre là, c'est une courbe de capnographie, c'est-à-dire qu'en bas, vous avez ici la courbe du taux de gaz carbonique dans le sang avec un capteur, et en haut, vous avez la courbe de saturation. Vous voyez que, comme par hasard, le gaz carbonique monte en miroir de la désaturation, c'est-à-dire que ce sont bien des épisodes d'hypoventilation alvéolaire. Mais vous voyez aussi que, en miroir, ici, ils ont démarré leur nuit à 55 de PCO2, eh bien, ils vont la finir à 70. C'est les fameux gaz du sang en fin de nuit que vous êtes amené à faire ici, qui montrent que ça s'aggrave durant la nuit. Et vous voyez, forcément, si la PCO2 monte dans l'alvéole, la PO2 chute dans l'alvéole. Ce signe de PCO2 qui monte durant la nuit est un signe important, parce que c'est le début de la fin, si vous voulez. À la fin pour le lendemain ou le surlendemain, mais ça, quand ça commence à chauffer un peu, syndrome d'obésité et hypoventilation, ou même un syndrome d'hypoventilation alvéolaire, la capnie, au lieu d'être élevée la nuit puis de s'élever un peu comme ça, dans les épisodes de sommeil paradoxal, elle s'élève régulièrement durant la nuit et elle est plus élevée le matin, la veille. Alors, ce qui se passe après, c'est que quand le patient respire, régule un petit peu ses gaz du sang, mais le lendemain, il va commencer à 56 et il va finir à 71 et puis ça va finir
c'est un signe qui a une certaine importance parce que ça veut dire qu'il faut maîtriser ce phénomène. Qu'est-ce qui se passe si on maîtrise l'hypoventilation alvéolaire en ventilant la nuit? Déjà, si vous ventilez un patient, vous voyez que sa saturation monte et que sa PCO2 baisse. Et d'ailleurs, ça, le but de la ventilation, c'est de rincer l'alvéole et donc de faire monter le taux d'oxygène et baisser le taux de gaz carbonique dans l'alvéole, donc dans le sang résultant. Donc, ce que vous avez vu ici, si vous allez le faire toute la nuit, vous allez avoir ce résultat-là. C'est-à-dire que, grosso modo, la PCO2, au lieu de monter durant la nuit, va descendre durant toute cette nuit. Autrement dit, vous êtes en train de vous dire, avec la VNI, je peux inverser un processus pathologique. Alors maintenant, il faut arriver à prouver d'inverser ce processus pathologique de montée de la PCO2 dans la nuit va pouvoir corriger la PCO2 dans la journée. Alors, ça a été fait déjà depuis longtemps et les insuffisants respiratoires restrictifs. On a découvert, ça c'est l'étude des Lyonnais, léger en 89, si on prenait une vingtaine de restrictifs hypercapniques et hypoxémiques, et vous leur faites des gaz du sang un an avant, vous allez avoir par exemple ici une PO2 moyenne chez cette vingtaine de patients à 62, 63, oui c'est ça, et une PCO2 moyenne largement au-dessus de 45, entre 45 et 50. En un an, vous leur faites rien. Donc, vous ne faites rien que de leur regarder les gaz du sang et voir si ça va bien se passer. Eh bien, au bout d'un an, vous vous apercevez, et ces patients qui sont des neuromusculaires et des syphosquelettiques, qu'en moyenne, ils ont monté leur PCO2, vous voyez, elle dépasse 50, et qu'ils ont descendu leur PO2. Donc, aggravation de l'hypoventilation alvéolaire. À partir d'ici, vous démarrez une VNI. Attention, je vous parle d'une VNI discontinue nocturne. C'est-à-dire que dans la journée, on ne leur fait pas de VNI. On leur fait de la VNI la nuit. Et on va regarder leur gaz du sang 2 ans après, c'est-à-dire 2 ans après les gaz du sang sans VNI qu'on avait fait là. On s'aperçoit que non seulement on a corrigé l'hypoxémie et l'hypercapnie, mais qu'elles sont meilleures que 2 ans auparavant. La conclusion de cette histoire, c'est que si je fais de la VNI discontinue correctement chez un patient qui a une hypoxémie, hypercapnie chronique, et les syndromes obésité-hypoventilation sont de merveilleux répondeurs à ces techniques, on l'a prouvé depuis, eh bien, on va améliorer, corriger la comorbidité respiratoire, c'est-à-dire leur rendre les gaz du sang quasi normalisés, avec évidemment tout ce qui s'ensuit comme amélioration sur la dyspnée et les symptômes. Alors, évidemment, si on revient à l'article qu'on avait ici en 2001, c'est ce contingent de patients qui n'étaient pas répondeurs à la PPC qui va bénéficier, bien entendu, de la ventilation non invasive. Et on va regarder maintenant ce qui se passe chez les gens qui ont les deux phénomènes. Vous voyez ici une courbe de saturation nocturne d'un patient qui est il est pourri de dents de peigne, donc il a sûrement les apnées, et 2, il a des abaissements de la ligne de base qui montrent qu'il a des grosses hypoventilations alvéolaires associées. Alors ça, c'est un phénomène qui est très fréquent, c'est le syndrome obésité-hypoventilation, en particulier en décompensation. Mais méfiez-vous, vous le voyez aussi, méfiez-vous, vous le voyez aussi dans les overlap syndromes. Je vous rappelle que l'overlap syndrome, c'est une BPCO associée à un syndrome des apnées du sommeil. Alors, une BPCO qui désature la nuit, ça donne des désaturations. Si vous y rajoutez des apnées du sommeil, ça vous donne des dents de peigne en plus. Donc, il n'y a pas écrit sur le front du patient, j'ai un overlap ou j'ai un syndrome d'obésité-hypoventilation. Ce qui va vous aider à faire la différence entre les deux, ce sera bien entendu les EFR, puisque en gros, vous aurez un syndrome obstructif franc chez le BPCO, alors que vous n'aurez que de petits syndromes obstructifs, voire pas de syndrome obstructif du tout, chez le syndrome obésité-hypoventilation. Alors, quoi qu'il en soit, vous voyez ici des dents de peigne, un abaissement comme ça, eh bien, si vous faites une BPC simple, vous effacez les dents de peigne. C'est un article qui montre la même chose. Là, elles ne sont pas très jolies, les dents de peigne, pour ça que j'ai préféré les miennes. Mais vous voyez,
le trait est gras, vous avez les désaturations avec PPC, vous faites disparaître évidemment le facteur apnéique, mais vous gardez les désaturations prolongées. Alors là, quel est le problème? Si vous avez essayé une PPC dans ces cas-là et que l'hypercapnie n'a pas disparu, vous posez la question, il faudrait peut-être que je passe à la VNI, parce qu'il est probable que sur le plan physiopathologique, les apnées qu'on voit ici avaient un rôle assez secondaire et que l'hypoventilation l'entretient. Alors attention, quelquefois, le simple fait de mettre une PPC, si ça fait disparaître évidemment le syndrome d'hypoventilation alvéolaire, vous vous donnez 2 ou 3 mois de PPC bien conduite, même s'il reste des désaturations, vous vous en fichez. C'est un peu comme chez le BPCO qui désature comme ça. S'il n'a pas d'hypoxémie et d'hypercapnie permanente, vous vous contenterez de le surveiller. Mais s'il garde une hypercapnie et une hypoxémie, à ce moment-là, vous allez vous dire, je passe à la VNI. Bien. Donc, dans ce cas, la logique du traitement, c'est d'associer une pression positive continue de base pour effacer ici les apnées sur la courbe de saturation avec une aide inspiratoire qui va effacer les désaturations nocturnes prolongées en maintenant durant la nuit une ventilation correcte. Alors, est-ce que vraiment ce profil physiopathologique ici joue un rôle? Quels sont en fait les résultats cliniques globaux chez les patients tout venant sévères et non triés? Cette étude qui a été faite randomisée, contrôlée à 3 mois de PPC versus VNI, traitement initial du syndrome obésité hypoventilation, étude de Howard par Prax en 2007. Vous voyez, ce sont des patients qui ont les mêmes comorbidités, qui ont vraiment un surpoids, c'est des vrais gros, hein, quand même, 54-55, qui sont comparables, le groupe bi-level et le groupe CPAP. Et puis, ils ont des PCO2 qui sont tout à fait comparables, 60 et 60 pour 59 et 61. Bref, c'est vraiment des hypoventilations chez des gens qui ont un surpoids et qui n'ont pas de syndrome obstructif. Parce qu'on a les EFR. Bien, on s'aperçoit qu'on a le même pourcentage d'échecs à 3 mois. C'est-à-dire que vous avez, ils définissent l'échec comme non-utilisation ou une utilisation en dessous de 2 heures par nuit, des réhospitalisations à l'hôpital et une persistance d'une hypercapnie sur 3 mois. Et si vous regardez un peu, il y a quand même une amélioration de la somnolence et des échelles de qualité de vie et une amélioration des gaz du sang. Je m'excuse, cette diapositive est un peu pâle, je n'ai pas réussi à faire mieux. Ceci dit, il y a toujours une supériorité de la VNI dans le contrôle des gaz du sang, c'est-à-dire ici de la PCO2 et de la PO2, par rapport à la cible. Alors, on s'est dit que ce n'était peut-être pas la bonne façon de faire. Et pour s'y retrouver un peu mieux, il faut se tourner vers les travaux de Maza. Et ces travaux qui sont fameux, ce sont les études multicentriques espagnoles. C'est un gros projet qui existe depuis plusieurs années, le projet Pickwick, le Pickwick Project, qui va randomiser, contrôler 2 groupes distincts de patients, les apnéiques sûrs et ceux qu'il appelle les non-apnéiques. Autrement dit, les non-apnéiques, c'est ceux qui n'ont pas un syndrome des apnées du sommeil sévère. Ils sont là, d'ailleurs, comme par hasard, il y en a moins que des apnéiques. Et puis, c'est ceux-là. Ici, de l'autre côté, vous randomisez ceux qui ont vraiment un grand syndrome des apnées du sommeil. Et là, vous les randomisez. Donc ça, ce sont les patients qui n'ont pas ou peu d'apnée, et ça, ce sont ceux qui ont beaucoup d'apnée. Alors, ceux qui ont beaucoup d'apnée, vous mettez la VNI, la CPAP, et une série contrôle où vous faites que des conseils hygiéno-diététiques, faire maigrir, etc. Et la deuxième série, ce sont des gens qui ont peu d'apnée. À ce moment-là, on propose d'emblée la VNI versus un contrôle pour essayer de les faire maigrir, etc. Bien. Alors, voyons les premiers résultats chez les apnéiques. Vous voyez, c'est les plus nombreux. 71 VNI, 86 PAP, 70 contrôles. La conclusion de cette étude, elle montre que la VNI améliore un peu mieux les gaz du sang que la CPAP, mais dans l'ensemble, clairement, les deux donnent de bons résultats et qui sont meilleurs que les résultats obtenus par les simples mesures hygiéno-diététiques. La
conclusion donc, de cette étude, c'est que si c'est un apnéique, la VNI et la PPC sont plus efficaces que les mesures. C'est pas étonnant. Les mesures hygiéno-diététiques pour améliorer les symptômes et les paramètres polygraphiques, et la VNI améliore un peu mieux les paramètres fonctionnels respiratoires que la PPC. Et il conclut, des études à plus long terme devront démontrer si cette différence a des conséquences pertinentes. Donc, un apnéique, PPC, c'est peut-être pas mal, c'est simple. Bon. En fait, les études à long terme, on les a maintenant. Et on s'aperçoit que chez les patients stables, avec un syndrome d'obésité et hypoventilation stabilisé et des apnées obstructives sévères, la VNI et la PPC ont des résultats similaires. Donc, compte tenu du fait que la PPC, c'est plus simple à faire que la VNI, c'est peut-être pas la peine de se casser la tête à enclencher de la VNI chez ces patients. Et ça, c'est paru dans le Lancet en 2019. C'est une étude qui a été continuée, en fait, sur, ici, les témoins que vous avez là, contrôle. Après, on a été plus loin en les mettant, puisqu'on n'allait pas désappareiller ceux qui étaient traités, on a été plus loin en mettant les contrôles sous traitement pendant longtemps et on a pu conclure ça. Qu'est-ce qu'il arrive chez les non-apnéiques? Vous voyez qu'ils sont randomisés moins nombreux. Vous avez la VNI d'un côté versus le groupe contrôle. Ben là, on n'est pas très étonné. Alors, les non-apnéiques, je vous rappelle, ce sont des petits apnéiques, c'est-à-dire aux alentours, la moyenne, quand on regarde le papier, sont aux alentours de 15 apnéeurs. Apnées ou hypopnées, en plus, c'est souvent les hypopnées que des apnées. Et par contre, ce sont les gens qui ont des désaturations. D'un côté, il y a des règles hygiéno-diététiques, des positions de sommeil favorisant l'oxygénation nocturne, un peu d'oxygénothérapie pour les désaturations profondes. Et de l'autre côté, vous avez carrément de la VNI. La conclusion de cette étude, c'est que la VNI est franchement plus efficace que les mesures hygiéno-diététiques, parmi la rapé-soleux, la somnolence et les caractères polygraphiques. Voilà. Donc, on en est là. Bien, donc, si vous voulez, quand on raisonne là, on se dit, bon, ben, très bien, il n'y a qu'à regarder sur le plan physiopathologique à quoi j'ai affaire. Si c'est plein d'apnée, je vais faire de la PPC. Si c'est vraiment pas beaucoup d'apnée et des désaturations, je vais faire de la VNI. Et basta. Ben, il faut mettre un bémol à tout ça. Et là, on va rentrer dans le dur. On pourrait considérer en effet que le problème est résolu, mais c'est compté sans le facteur temps, c'est-à-dire le stade évolutif de la maladie. Les études que je vous ai montrées là manquent 15 à 20% des patients à la. Ça fait beaucoup quand même. Alors, où ils sont ces patients? Donc, on peut regarder l'étude de Piper, on va les trouver tout de suite. Il faut bien comprendre qu'on n'est pas toujours dans le contexte calme d'un laboratoire du sommeil ou d'une hospitalisation pour bilan. C'est pour ça que les études qui comparent l'efficacité de la PPC simple avec la ventilation à deux niveaux de pression prennent bien entendu soin de mettre à part les situations aiguës. Ben oui, mais c'est une circonstance de découverte fréquente. Alors, regardez l'étude de Piper ici, là. Hein, vous avez vos patients qui va randomiser entre CPAP d'un côté, oui, c'est une étude qui est un peu plus ancienne, puis bi-level de l'autre côté, c'est-à-dire la VNI. Alors, on regarde déjà, il y a un truc. Il exclut de la PPC 9 sur des critères physiopathologiques dont on ne sait pas très bien ce que c'est. Et que ça échoue au moment où il essaye. Et puis surtout, c'est ça qui est important, il vous en balance dans les critères d'exclusion 17 parce qu'ils sont aigus. Ah ben oui. Il dit, ben non, ils sont aigus, on ne va pas faire de la PPC ou de la VNI, calmos, on ne les fait pas. Voilà. Donc évidemment, il obtient les mêmes résultats chez les deux. Mais la vraie vie, ce n'est pas ça. La vraie vie, c'est ça. La vraie vie, c'est ce que voit le réanimateur, c'est-à-dire des patients qui arrivent en catastrophe avec d'une part plein d'apnées, d'autre part des grosses désaturations et bien entendu des hypoxémies et des hypercapnies sévères avec des pH dans les chaussettes en insuffisance respiratoire en poussée avec acidose respiratoire. Ben là, vous vous posez pas de question, le réanimateur, il ne téléphone pas pour savoir s'il faut les mettre sous PPC ou sous VNI. Et sous VNI à deux niveaux de pression, la rubrique, on verra après. Alors, en fait, ça, il est très intéressant pour aborder le problème des soins intensifs qui n'est jamais assez abordé dans les papiers. C'est papier qui est paru dans la revue des maladies respiratoires. C'est un très bon papier dont je vous recommande la lecture, l'équipe du Nord, parce qu'il n'y a que des choses sensées là-dedans et qui correspondent bien à l'expérience que j'ai du problème.
Le patient obèse dans l'insuffisance respiratoire aiguë, c'est un défi pour la réanimation. D'accord. Vous voyez, c'est signé Lemise et Granier, ce sont des gens que je ne connais pas, mais j'ai beaucoup apprécié ce papier. Ils vous disent, en réanimation, le patient obèse morbide en état critique pose des problématiques spécifiques. Positionnement technique de ventilation. Le nombre d'obèses dans le monde a doublé en 30 ans, celui des super-obèses est multiplié par 10 en l'espace de 10 ans, avec plus de la moitié des super-obèses qui présentent des critères diagnostiques du syndrome d'obésité hypoventilation. On voit que c'est des gens qui en voient, hein, ça c'est clair. Vous voyez, ils sont à Lens, il n'y a pas que d'excellentes équipes de football là. Ou à Arras, il y a aussi des bons docteurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez ces patients si on les regarde avec l'œil du réanimateur respiratoire? Qu'est-ce qui est recommandé en urgence en cas de détresse respiratoire? Ben, c'est pas malin, hein. Depuis la grande conférence de consensus de 2006, qui avait réuni des réanimateurs respiratoires, le syndicat des respiratoires et la Société d'ophtalmologie de langue française et de réanimation. Et tous ces gens-là, ben, ils vous disaient, avec des recommandations qui étaient très claires, le mode recommandé pour ces patients-là, c'est de les mettre en VS-AI. Alors, VS, ça veut dire ventilation spontanée, AI en aide inspiratoire, PEP, avec une pression expiratoire positive. Et je vous dis que, par exemple, pour le BPCO, le mode VS-AI-PEP est recommandé dans les décompensations de BPCO avec assistance respiratoire en dessous de 7,5. Et la VS-PEP, qui n'est autre chose que la PPC, ne doit pas être utilisée. Bien évidemment, tout ce qui s'est appliqué au BPCO est très rapidement appliqué aussi au contingent des syndromes obésité hypoventilation, parce que la VS-AI des réanimateurs, ce n'est pas autre chose que la BiPAP à 2 niveaux de pression administrée par nos machines. Simplement, chez nous, il y a un tuyau unique à fuite au lieu d'avoir une machine à valve en général. Mais c'est exactement la même chose. C'est de la ventilation à 2 niveaux de pression avec une PEP assez élevée. Alors, en fait, pourquoi ça marche? Parce que quand vous faites une ventilation à 2 niveaux de pression, vous mettez une pression positive continue de base et vous y ajoutez une aide inspiratoire pour forcer la ventilation alvéolaire. Alors, on peut regarder chacun de ces éléments d'un peu plus près. Qu'est-ce que ça va vous apporter? D'abord, faire une VNI de niveau de pression, c'est mettre une PPC qui va maintenir les voies aériennes ouvertes. Alors ça, c'est pas malin, puisqu'on sait depuis Colin Sullivan qui a inventé ce traitement, que quand vous mettez une pression positive continue, vous faites un espèce d'attelle pneumatique, en enfermant le patient dans un système où la pression est supérieure à la pression atmosphérique, en soufflant en continu dedans, vous faites une pression positive continue, c'est ça qui maintient les voies aériennes ouvertes. C'est ça la CPAP. Souvent, il faudra une EPAP élevée chez ces patients. Mais cette PPC va aussi avoir un autre effet chez ces patients, elle luttera contre l'œdème pulmonaire et les atelectasies basales qui sont très fréquentes chez ces patients. Et c'est là qu'on va voir l'importance de la lutte contre l'hypoxémie associée. Vous vous trouvez face à des patients qui n'ont pas seulement une hypoventilation alvéolaire, mais qui ont aussi de l'alvéole occupée par de l'œdème des saloperies ou qui sont collabés. Si vous mettez une pression positive continue, vous le voyez ici par exemple, il faut les regarder de haut en bas, scanner avec ici des alvéoles qui sont comblées, vous mettez sur le PPC, vous faites disparaître ces atelectasies basales parce que vous faites du recrutement alvéolaire et donc vous améliorez l'hypoxémie. Donc c'est le deuxième effet bénéfique de la pression continue. Et puis chez l'obèse, vous avez un troisième phénomène qui est très facile à constater. Vous voyez ici les épreuves fonctionnelles respiratoires, ici, sur la partie gauche, d'un grand obèse. Les grands obèses, ils ont une tendance à avoir une restriction. Ce n'est pas toujours des grandes restrictions, ce n'est pas des hyphosquelettiques. Mais ils ont une CPT qui est limite, souvent à 80% de la normale, et ça se fait au dépend du volume de réserve expiratoire. Mais je pense que vous avez tous fait l'expérience et vous ne l'avez pas faite. Faites-la dans votre cabinet de consultation avec un oxymètre. Mettez un oxymètre au bout du doigt d'un grand obèse et vous lui demandez de s'allonger pour l'examiner, par exemple. Tentez que vous espériez palper son foie parce qu'il est grand obèse. Ce n'est pas toujours facile, je vous l'accorde, mais enfin, l'ausculter, lui prendre l'attention, des choses comme ça. Et bien, vous allez voir que si vous laissez l'oxymètre au bout du doigt de votre patient, et bien, sa saturation qui était à 94%, sous vos yeux, elle va chuter dans les 30 secondes à 90-89%. Pourquoi elle fait ça chez le grand obèse? Elle fait ça parce que quand il s'allonge,
Le diaphragme est repoussé vers le pôle céphalique du thorax par le contenu abdominal. À ce moment-là, le volume de fermeture rejoint l'espace du volume courant et vous fermez les alvéoles qui vont continuer à circuler. Vous aurez un effet shunt associé, hypoxémique, qui va s'associer à l'effet hypoventilation alvéolaire qui existait déjà. Autrement dit, allonger les obèses, ça les aggrave. C'est ce qu'on appelle le phénomène du bag-in-box. Classiquement, si vous voulez, votre insuffisance respiratoire restrictive doit être considérée comme une espèce de trouble ventilateur obstructif postural. L'expansion pulmonaire est limitée par la cage thoraco-abdominale, moins compliante, qui se comporte comme une enveloppe de graisse inextensible, la boîte, box, entourant des poumons, qui sont mous, le sac, le bag. Alors, dit comme ça, on se dit que c'est compliqué. Mais vu comme ça, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Hein? Regardez ce patient qui est ici, allongé, avec, on va dire quand même qu'il a du ventre. Hein? Et mettez-le dans cette position, qu'est-ce qui se passe? Ça descend. Ben, croyez-moi, ça, je peux vous garantir que ça vous gagne 10 points à 15 points de PO2 tout de suite. Et ça, en plus, ça rendra beaucoup plus efficace la pression positive continue qui va faire repousser ce contenu et faire du recrutement alvéolaire, évidemment, avec une étape élevée. Enfin, faire une VNI à 2 niveaux de pression, c'est mettre une PPC qui aura possiblement, mais pas sûrement, un effet hémodynamique positif, parce que quand vous mettez une pression positive continue, vous diminuez la post-charge du ventricule gauche, puisque la pression intrathoracique pousse dans le même sens que la systole du cœur, et ça peut améliorer, donc, ce mécanisme des pressions transmurales, à condition évidemment que le malade ne soit pas vide. Alors, on n'a pas tellement ce problème chez ces patients, parce que quand ils arrivent au réa, ils sont, comment vous dire, un d'eau et de sel. Évidemment, on sait qu'une CPAP trop élevée peut désamorcer quelqu'un qui est vide, mais en général, ce n'est pas le cas chez ces patients. On bénéficie plus d'un effet d'assistance circulatoire par la PPC, d'un effet de désamorçage par une diminution du reflux cave dans le cœur droit. Alors, faire une VNI à 2 niveaux de pression, et donc mettre une PPC pour profiter des effets bénéfiques qu'on a décrits au-dessus, et on y ajoute une aide inspiratoire pour diminuer le travail respiratoire et augmenter le volume courant. Et c'est ça l'effet ventilatoire. Il faut souvent une aide inspiratoire en réanimation plus élevée qu'en chronique. Alors, si vous avez un problème avec le concept d'aide inspiratoire, je vous le rappelle. L'aide inspiratoire, ça consiste à donner une pression d'assistance à un patient qui respire par lui-même, hein, et on l'aide au moment où il respire. C'est-à-dire au temps inspiratoire, c'est-à-dire au temps actif musculaire des muscles respiratoires, puisque le temps expiratoire sera passif. Et dans le temps expiratoire, on laisse le patient se dégonfler. Dans le temps inspiratoire, c'est le patient qui travaille, on l'assiste. Alors, je vais vous le résumer comme ça, le principe. Imaginez ce schéma extrêmement simple que vous avez ici. Vous avez un thorax, là, vous avez des bronches, là, et un ballon de caoutchouc qui représente les alvéoles. Si vous trouvez un schéma plus simple, vous m'appelez, je ne peux pas faire plus simple. Bien. Si vous dites que le poumon a une compliance de 100 ml par centimètre d'eau, pas très compliqué, hein, très compliqué, ça veut dire que si vous faites moins 1 cm d'eau pour respirer, pour faire rentrer l'air, vous aurez 100 ml d'air. Donc, si vous faites une dépression en abaissant votre diaphragme ici avec moins 5 cm d'eau, vous allez avoir un volume courant avec ce patient-là de 500 ml. On va dire que c'est ce volume courant-là qui lui assure une bonne ventilation alvéolaire. À côté, vous prenez un patient très très gros avec une compliance à 50 ml par centimètre d'eau, un bag-in-box, un thorax rigide et tout ça. Vous lui demandez de faire le même travail, c'est-à-dire moins 5 cm d'eau, mais vous voyez, son système va n'admettre que 50 ml par centimètre d'eau de travail de dépression. Ça va lui coller un volume courant de 250 ml et ça ne va pas bien rincer l'alvéole. On va avoir une hypoventilation alvéolaire. Alors, on ne va pas laisser le patient comme ça. On va l'aider.
on va lui faire une aide inspiratoire. C'est-à-dire que ça n'a pas changé, son thorax et ses poumons, ils ont toujours 50 millilitres de compliance par centimètre d'eau. Et le patient va toujours tirer à -5. Mais pendant que le patient tire à -5, comme toujours, vous allez vous pousser à +5. Ce qui fait que vous allez avoir un différentiel de pression allant dans le même sens de 10 cm d'eau. Donc, vous voyez, le patient travaille, la machine travaille dans le même sens, et vous retrouvez un volume courant de 500 ml qui, là, dans ce modèle, est suffisant pour balayer l'alvéole. C'est ça, faire de l'aide inspiratoire. C'est en fait un mode où c'est le patient qui respire par lui-même, et c'est ça qui est sympa parce que c'est grâce à ça qu'il s'adapte mieux, surtout quand il est en détresse, mais vous l'aidez au temps actif. Voilà. La fréquence, quand vous la réglez sur une aide inspiratoire, elle ne sert qu'à le rattraper si le patient oublie de respirer. Alors, en résumé, comment est-ce qu'il faut ventiler ces patients? Si on compare l'efficacité de la VNI pour l'insuffisance respiratoire hypercapnique du patient BPCO à celle des patients obèses, c'est supérieur encore chez l'obèse. Ça doit être tenté quel que soit le niveau initial de conscience ou d'acidose respiratoire du malade. Et en fait, on s'est aperçu avec l'usage que les ventilateurs monobranches à fuite, c'est-à-dire les nôtres, ceux des non-réanimateurs, au stade où on est arrivé, dédiés à la VNI, sont préférables aux ventilateurs classiques de branche, parce qu'il est clair que ces ventilateurs ont une PEP beaucoup plus stable que dans les systèmes normaux. Deux niveaux de pression sont alors appliqués, une EPAP, qui est le niveau bas qui correspond à la PPC, dont on a vu les vertus, et une EPAP, qui est le niveau haut de pression, la différence entre les deux étant l'aide inspiratoire que déclenche le patient. Voilà. Alors, maintenant, il reste une question pendant quand on a débuté la ventilation dans ces conditions. On a débuté le traitement avec une VNI et on continue avec une VNI ou on relaie en PPC? Parce qu'elle est là, la vraie question. Tout à l'heure, on a vu que sur le profil physiopathologique, c'était relativement facile, mais qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai un patient qui a une situation aiguë qui est stabilisée, et mon problème, ça va être, est-ce que je lâche sous VNI ou est-ce que je lâche sous PPC? Alors, on ne sait pas très bien, mais on a des recommandations récentes des experts dans la littérature. Donc, je suis allé les voir pour voir si elles étaient cohérentes avec ce que j'avais l'habitude de faire. Vous avez ça dans l'American Thoracic Society. Alors, attention, ce sont des recommandations dont ils disent on a réuni des experts, mais on ne peut pas vous les dire que c'est au niveau de recommandation, il faut faire, pas faire, G1, G2. Ce sont des avis d'experts sous réserve que l'avenir les confirme. Ce pas des clowns, les experts, ce sont que des grands noms connus, Moclési, Mazza, vous voyez, je vous en ai parlé, pour la France avec Jean-Louis Pépin, c'est des pointures. Ils posent un certain nombre de questions, Amanda Piper, Murphy, ils posent un certain nombre de questions, et en particulier, parmi les questions, est-ce que les adultes obésité et hypoventilation doivent être traités avec une CPAP ou une VNI? Et surtout la question 4, est-ce qu'il faut laisser sortir les patients traités sans diagnostic initial, sous VNI ou sous PPC, jusqu'à la confirmation du diagnostic? Alors, j'ai repris leur diagramme, leur diaphragme, je leur laisse pour respirer. Vous avez un patient qui est suspect de syndrome obésité hypoventilation. Je lui ai bien suspect parce que ce n'est pas écrit sur son front que c'est ça qu'il a, même s'il est gros. On l'hospitalise avec une insuffisance respiratoire hypercapnique aiguë. On a vu comment on les traitait. On leur fait une VNI. On a vu pourquoi. Et puis ici, on les lynche avec une VNI, avec des réglages empiriques qu'on a fait à l'hôpital au moment où ils partent. Et ils disent, dans les 3 mois qui suivent, on va leur faire une polygraphie pour voir si on peut les relayer en PPC. C'est une recommandation de faible niveau, il le rappelle bien, mais il dit on peut faire ça. Alors allons dans les 3 mois qui suivent, ici, soit on confirme un syndrome d'obésité ou hypoventilation, soit on s'aperçoit que c'était autre chose, ce qui est tout à fait possible. Pardon. Et à ce moment-là, il y a un syndrome apnéique sévère, on fait une titration CPAP, on traite, ou c'est un syndrome obésité hypoventilation qui n'a pas un syndrome apnéique sévère, et on lui fait une titration en VNI pour le lâcher et il continuera sur VNI. Voilà. Alors,
Il y a un éditorial qui accompagne ces tendances, qui a été publié dans Chest Physician, CPAP versus non-invasive ventilation pour le syndrome obésité hypoventilation. Je vous en ai reproduit la conclusion ici. En résumé, avant de passer aux travaux pratiques, ici, comment pouvons-nous utiliser de la façon la plus effective un CPAP pour les patients avec obésité et hypoventilation? On peut utiliser la dépendance de la forme clinique, le phénotype, pour faire un. Est-ce qu'on peut utiliser la façon dont ça se présente, j'allais dire, sur l'oxymétrie? La réponse est probablement oui, si ça suggère que c'est un grand syndrome des apnées du sommeil avec un syndrome d'apnée au-dessus de 30, qui représente 70% des patients. Les patients qui ont des saturations à ce moment-là persistantes en dépit d'une CPAP bien optimisée, peuvent être switchés sur une VNI. Et d'un autre côté, on dispose encore de peu de données sur l'usage de la CPAP chez les patients qui ont un syndrome obésité hypoventilation avec l'apnée. Il faut attendre encore un peu pour savoir si on peut ou pas leur mettre de la CPAP, ce qui ne paraîtrait pas très logique. Alors, en résumé général, si on découvre un syndrome obésité hypoventilation en situation stable, non décompensée, dans son, si vous voulez, on arrive dans son évolution. Ici, non décompensé. On est là, quoi. Une anomalie des gaz du sang. En fait, c'est un patient c'est un patient de laboratoire du sommeil ou de salle. On commence par la PPC, après après PSG, si les apnées sont supérieures à 30. Si optimisée, elle s'avère insuffisante pour contrôler l'hypoventilation alvéolaire, alors on envisage la ventilation de niveau de pression. Par contre, si on arrive en situation aiguë préterminale, aiguë, avec une insuffisance ventriculaire droite, je vous rappelle, ça fait quand même pas mal de cas, 30% environ, on pense par une VNI, et on peut être amené à continuer à VNI ou passer à la PPC, ici en cas de retour à une situation plus stable, si on trouve des apnées en polygraphie. La chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut suivre ces patients comme des apnéiques, mais aussi comme des accidents respiratoires chroniques, ce qui veut dire que c'est le contrôle des gaz du sang qui vous suit la comorbidité respiratoire. La clinique, ça se suit sur la somnolence, le poids, les symptômes, mais la comorbidité respiratoire, rien à faire, il faut la suivre sur les gaz du sang pour savoir si on aplatit ou pas l'hypoxémie, c'est-à-dire si on maîtrise le syndrome d'hypoventilation alvéolaire. On va maintenant passer aux travaux pratiques pour finir avec quelques observations. Je ne sais pas où j'en suis de mon temps de parole, vous pouvez m'interrompre si vous voulez. Vous en avez marre. Voilà, il est 21h. Oui. On va passer aux travaux pratiques avec quelques observations. Voilà un cas clinique d'une femme de 60 ans, entrée pour une dyspnée d'effort, asthénie, endormissement diurne fréquent, tachycardie. Elle fait 38 kg par mètre carré. On a des EFR, avec un VMS sur CV à 75%. Elle a les œdèmes des membres inférieurs, elle a une conscience normale, mais elle a une idéation un peu ralentie. Son score des poires, c'est à 15. Et elle montre une gazométrie avec une PO2 à 55, une PCO2 à 57, un pH à 7,33, une saturation à 91%. Et son oxymétrie nocturne la première nuit, vous le voyez, c'est la saga des dents de peigne, avec même probablement des saturations. Bien. Alors, on se dit, qu'est-ce qu'on fait sur le plan diagnostic et quel examen pour confirmation? La tendance de tout le monde, c'est de se précipiter pour dire, écoute, on va aller faire une polygraphie respiratoire, puis on verra si elle a des apnées ou pas. Je vous dis tout de suite qu'elle en a. Très probablement, vu le tableau, elles sont obstructives, surtout si on lui demande qu'elles ronflent en plus. Et donc, c'est peut-être pas la peine de se précipiter pour faire une polygraphie respiratoire, sauf si vous pouvez la faire dans la nuit, après tout. Moi, ce que je crois, dans un cas comme ça, c'est qu'il faut regarder la clinique et que vous vous apercevez qu'elle a une courbe typique en dents de peigne qui évoque des apnées répétées. Elle présente clairement un syndrome obésité et hypoventilation, ça vous le savez, puisque vous avez les EFR et vous avez les gaz du sang. Il n'y a pas de syndrome obstructif. Et ce syndrome n'est pas à l'état stable sur les arguments cliniques et gazométriques. Je vous demande de regarder ici. Le pH est à 7,33, la saturation à 91%. Alors, on sait que c'est quelqu'un qui était chronique, il a une réserve élevée, mais ça, c'est quelqu'un qui est dans la déstabilisation progressive et on n'en est pas loin.
Donc, dans ces cas-là, la polygraphie peut attendre, ou si on a la chance de l'avoir tout de suite dans la… et on commence par une VNI, c'est-à-dire par une PPC plus aide inspiratoire. Parce qu'on est là, dans la zone où il faut commencer la ventilation. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on pense du résultat du contrôle? Vous faites cette ventilation-là, je vous l'ai faite. Vous voyez, vous avez ici une oxymétrie capnographie qui est faite toute la nuit avec ce mode ventilatoire. Vous avez ici le CO2 qui descend et vous avez ici, regardez, la saturation qui monte. Est-ce que pour autant, ce résultat est satisfaisant? Bien, la réponse est à la fois oui et non. Oui, parce que je maîtrise le PCO2 durant la nuit. Non, parce que je suis encore pourri de l'empeigne. Qu'est-ce qu'il faut faire? La réponse est claire. Je vais mettre 1 ou 2 points. En l'occurrence, je crois que ce sera 2 points de plus, si je me souviens bien, de PPC. C'est-à-dire que je vais augmenter l'EPAP de la VNI. Autre chose que je tiens à vous dire, c'est que bien entendu, si je dispose d'une machine, et c'est le cas de pratiquement toutes les machines maintenant, qui disposent d'un logiciel, le logiciel me dira, attention, il reste les apnées. Donc, je vais monter la PEP, et la nuit suivante, eh bien, je vais avoir la disparition des dents de peine, peut-être la persistance de quelques désaturations, toujours une tendance à descendre de la PCO2. Une polygraphie à distance me permettra de voir plus tard si je dois passer en relais en PPC ou si je garde la VNI en fonction de ces résultats, bien entendu. Alors maintenant, alors vous voyez là, on était dans un exemple assez typique que vous rencontrerez. On vous montre un patient comme ça. Ça peut être un pari, vous pouvez le commencer, une patiente comme ça, vous pouvez le commencer en PPC. Ça peut passer, mais moi, s'il y a, excusez-moi, s'il y a une déstabilisation, un début d'acidose respiratoire avec des signes cliniques, je préfère commencer par la VNI. Là, je suis dans un autre cas de figure, tout à fait différent. Ça, c'est le malade qui vous est passé par la réa. C'est un malade qui est passé par la réa, en l'occurrence, c'est une malade, 66 ans, obèse, entrée en soins intensifs, une poussée d'insuffisance respiratoire avec un hasard, c'est-à-dire qu'il y a des œdèmes qui remontent jusqu'au nombril, hypoxémie et hypercapnie majeure, plus acidose respiratoire. Les réanimateurs font leur job, c'est-à-dire qu'ils la mettent sous ventilation à 2 niveaux de pression et qui n'est pas élevé, ils font un peu la danse du scalp autour, et ça passe. Et après, vous la mettez en salle de pneumologie. Débrouillez-vous. Bien. Alors, comment vous faites? Vous prenez une machine, et maintenant, il y a des machines qui permettent de faire cette titration. Vous allez faire la chose suivante. Premièrement, vous allez choisir empiriquement des paramètres pour continuer le traitement. Je ne vais pas vous dire, faire une polygraphie, vous n'êtes pas en situation stable. Vous n'allez pas forcément reprendre les paramètres de la réanimation. Vous en inspirez, vous n'allez pas forcément les reprendre parce que, grosso modo, ils sont faits avec des machines très différentes, avec des valves très différentes. Et vous allez essayer de vous en rapprocher, mais pas forcément d'appliquer leurs recettes, sans compter qu'au fur et à mesure que la patient va mieux, les besoins en pression vont probablement diminuer. Là, grâce à ce type de machine, vous allez pouvoir vous promener d'un écran à l'autre pour regarder ce qui se passe. Alors, ici, vous demandez à la machine de vous donner un réglage en mode ST avec une IPAP à 14, une EPAP à 7. Elle va vous proposer ça et une fréquence de sécurité à 12 qui vous fait, si vous regardez bien, une aide inspiratoire à 7. Vous prenez une PPC de base à 7, vous y ajoutez, vous montez à 14 en IPAP. La différence entre les deux, c'est 7 d'aide à chaque fois que la patiente. Et vous regardez sur les écrans ce qui se passe. Et il se passe que sur cet écran de 5 minutes, vous avez ici la ventilation minute qui varie. Aussi la fréquence respiratoire qui varie. C'est déjà une indication, mais vous voyez la clé est ouverte et avec votre petit doigt, vous appuyez sur l'écran suivant et vous regardez un écran de 20 secondes. Là, il vous faut une chose extrêmement importante. Je vous dis d'abord que ça ne fuit pas, puisque vous avez une courbe de fuite et quand elle est tout en bas, c'est qu'il n'y a pas de fuite. Et puis, cet écran peut vous montrer aussi une autre chose qui est très importante, si vous savez le lire, c'est que vous avez ici la courbe des pressions d'aide, vous voyez, de 7, la pression monte à 14, elle redescend, 7, 14, 7, 14. Et la deuxième courbe que vous voyez derrière, c'est la courbe du débit. Le débit, c'est ce qui passe dans le patient. Ça se dit en haut,
en bas, comme ça. Alors, vous voyez, on va aller là où c'est plus joli. Débit inspiratoire, débit expiratoire, débit inspiratoire, débit expiratoire. Vous voyez quelque chose sur cet écran qui est clair. Et que là, ce qui passe dans le patient, c'est pas grand-chose. Alors que là, clairement, ça passe mieux, le débit. Okay. Puis vous voyez une autre différence. Ici, vous voyez qu'il y a un petit triangle vers le haut, et là, il y a un petit triangle vers le bas. Ici, vous avez un petit triangle vers le haut, puis là, il n'y a pas de petit triangle. Là, il n'y a pas de petit triangle. Là, il n'y a pas de petit triangle. Alors, ça veut dire quoi, ce truc-là? Ça veut dire que c'est la fréquence de sécurité qui déclenche. Et ça, c'est la fréquence de sécurité qui arrête au bout d'un TI max qui a été réglé par sécurité. Et vous voyez que dans ce cas-là, il ne passe pas beaucoup de débit. Ici, c'est la fréquence de sécurité qui déclenche, mais là, c'est la patiente qui arrête la machine. Et là, c'est la patiente qui commande. Et vous voyez que quand c'est la patiente qui commande, le débit passe, il est bien meilleur. Ça vous suggère une chose. Ça vous suggère que peut-être là, si la fréquence de sécurité déclenche, il n'y a plus de communication entre la machine et la patiente. Quand la machine ne détecte rien, elle déclenche. Et s'il n'y a plus de communication, c'est peut-être que les voies aériennes sont fermées. Et là, elles se rouvrent. Donc, ça vous donne déjà une indication. Vous avez mieux que ça sur ces machines. Vous pouvez leur mettre un oxymètre. Et cet oxymètre, vous en avez la courbe. Et là, vous voyez que si vous faites un écran de 10 minutes, désaturation, resaturation, désaturation, resaturation, désaturation, resaturation. En gros, ça correspond à des dents de peigne. Évidemment, c'est des beaucoup plus grosses dents que ce qu'on voit sur une nuit complète, parce que ça se cale sur 10 minutes. Donc là, vous avez votre diagnostic. Vous dites, cette patiente que je suis en train de titrer, ben, j'ai probablement pas assez d'épapes, que ces voies aériennes se ferment. Donc, le traitement, la correction, c'est de monter les papes. Vous voyez, je n'ai pas bougé les papes, c'est de monter les papes. Ensuite, je regarde un peu ce qui se passe. Et les dents de peigne qui sont ici, elles s'effacent, elles disparaissent. Est-ce que je suis pour autant content? Il y a quelque chose qui me chiffonne un peu, vous voyez, j'ai 82% de saturation. J'appuie pour voir l'écran suivant et il me dit, ben, écoute, mon vieux, tu as 82% de saturation, un volume courant à 270 millilitres, pour une fréquence à 22, c'est pas terrible. Ah oui, c'est vrai que c'est pas terrible. Peut-être que j'ai plus d'apnée, mais je ventile pas bien. Ben, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Et à l'évidence, hein, ben, je fais monter l'IPAP, c'est-à-dire monter mon aide. Et à ce moment-là, je vais avoir une saturation, quelques temps après, à 90%, avec un volume courant qui a presque doublé, en tout cas qui est dingue, et ça commence à aller mieux. Ce que va traduire, évidemment, la courbe de saturation. Il reste encore quelques dents de peigne, une petite correction à faire. On va encore monter un peu des papes. Et ici, on va avoir une oxymétrie qui va se corriger. Alors évidemment, ce que je vous ai montré là, c'est une titration faite chez une patiente en salle, avec une machine qui permet de le faire. Mais cette patiente, elle a pas ou peu dormi pendant la titration. La séance a duré environ 2 heures. Je ne sais pas du tout ce qui se passe la nuit. Donc, je me sers de cette titration que j'ai faite 2 jours chez une patiente ou dans une position presque demi-assise et je vais regarder ce qui se passe la nuit quand elle s'allonge et qu'elle... Et là, j'ai des procédés que j'ai ma machine d'une part et d'autre part, j'ai mes courbes d'oxymétrie ou d'oxymétrie-captographie suivant ce dont je dispose. Alors voilà un contrôle oxymétrique de nuit fait après une titration de jour dans les conditions précédentes. Vous voyez ici un truc, c'est que j'ai des dents de peigne encore quand même la nuit. Puis là, j'ai les désaturations. Hop, hop, il se passe des trucs. Et même si on regarde avec un œil assez fin, on peut voir que la saturation elle a tendance à chuter là globalement durant la nuit. Ça ne va pas être terrible. Alors qu'est-ce que je fais pour commencer? Eh bien, la première chose que je fais, c'est d'interroger mon logiciel machine puisque j'en ai un. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Il va me dire si j'ai des fuites, d'une part, parce que ça, après tout, c'est peut-être des fuites. C'est très important. Et d'autre part, s'il me reste vraiment des apnées ou si ça, c'est de l'artefact, des choses comme ça. Ben, on y va. Et qu'est-ce qu'on trouve sur ce logiciel ici? On trouve que s'il y a des fuites, elles sont toutes en dessous de ce trait rouge, donc elles sont tout à fait traitables. Si on va regarder ici, là, eh bien, on s'aperçoit que tous ces petits bâtons, là, ce sont des apnées résiduelles. Donc, on monte les papes. Et on obtient ce truc-là. Ah, on va me dire, c'est pas gagné. On a monté la PEP. C'est vrai qu'on a sûrement amélioré ici
les dents de peigne. Mais il nous reste des désaturations profondes. Et comme par hasard, elles surviennent toutes les 90 minutes. Et vous voyez là, on a la capnographie, on s'aperçoit que la PCO2 monte en face. Et ça, en général, c'est ce qui se produit dans le sommeil paradoxal. Ça veut dire qu'on contrôle insuffisamment, probablement, la ventilation globale. Il va donc probablement falloir monter les pressions d'aide inspiratoire. Mais, nous devons aller voir aussi notre logiciel machine, parce qu'il n'est pas exclu qu'il y ait beaucoup de fuites qui participent à ça, d'autant que les patients ont plus tendance à fuir en sommeil paradoxal. Alors, on y va, et comme par hasard, on s'aperçoit que c'est essentiellement des fuites, très souvent, qui produisent le phénomène. Et c'est important parce que si c'est des fuites, vous n'allez pas trop monter vos pressions, sinon vous allez augmenter les fuites. Il faut essayer d'adapter le masque pour que les choses aillent mieux. Effectivement, ici, vous voyez, vous aurez encore un peu de résiduel d'apnée, on va corriger, mais ça ne fuit pas durant la nuit et la situation commence à s'améliorer. Alors voilà maintenant un exemple de titration en temps réel sur 2 heures de patient du même type que la patiente que je vous ai montré tout à l'heure. Il a même été celui-là, il n'a pas échappé à l'intubation, il a été décanulé. Et là, je vais vous montrer sur écran le suivi de sa titration. Vous avez ici un écran de 5 heures en haut. Ici, vous avez 5 minutes. Je ne sais pas si vous suivez ma flèche, je pense qu'elle passe. Ici, on se situe, regardez, on a plusieurs courbes. On a la courbe de saturation, SPO2 qui est ici. Vous voyez, pas terrible, hein, vous voyez, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte. Si je me mets ici en début et que j'agrandis 5 minutes, là, ben, je m'aperçois que cette courbe, elle est là. Désaturation, resaturation, désaturation, resaturation. Mon patient est passé de soins intensifs, il est sous VNI. Là, les pressions sont mal écartées, on les voit mal sur ce schéma, mais enfin, il est sous VNI. Et je m'aperçois, en regardant la courbe de son débit, ici que, vous voyez, le débit s'aplatit, puis il s'arrête, et puis ça repart, puis il s'arrête. Ben, c'est que j'ai un problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse si ce débit s'aplatit? Ça veut dire que j'ai les apnées. Mais quand j'ai les apnées, je vais monter les papes. Eh bien, je fais une montée progressive de l'épave. Vous voyez, je suis ici, là. Vous voyez que les apnées tendent à disparaître, les désaturations sont moins prononcées. Je finis ici la séance. Vous voyez, il n'y a plus de désaturation ici. Et hop, j'ai un débit continu pratiquement. Et à la fin de la séquence, c'est intéressant parce que je me retrouve avec une épave qui est à 12 et une épave à 16. Ça veut dire que je n'ai un différentiel entre l'IPAP et l'EPAP que de 4. Ça veut dire que j'ai un tout petit peu d'aide et que je n'ai pas eu besoin de monter l'IPAP. Donc, ça fait une aide faible. Je suis presque en PPC finalement. Finalement, je suis en PPC à 2 niveaux de pression. Ça me suggère que je vais pouvoir peut-être passer en PPC simple dans quelques temps. En fait, c'est ce qu'il fait. C'est ce qui s'est passé après. Et on est passé en PPC autopilote, puisque ce patient s'est avéré être un très grand apnéique sans avoir de désaturation nocturne, alors qu'il était rentré et il avait été mis à juste titre au départ sous VNI, soufflé dedans, et même on avait dû lui souffler dedans avec une canule, puisqu'il avait fallu l'intuber. Autrement dit, il faut introduire le temps dans la gestion du traitement par VNI des syndromes obésité pour ventilation. Ça revient souvent à introduire une notion de lieu d'exercice. En pratique, où est-ce qu'il se trouve le patient quand se pose le problème? Vous voyez toujours ce continuum que j'aime bien utiliser de la maladie dans le temps. Ici, vous êtes dans le domaine des soins intensifs, c'est la VNI. Ici, là, par là, vous vous trouvez dans le domaine de l'hospitalisation en pneumologie et vous faites le choix VNI ou PPC pour les post-réa. Et ici, vous vous trouvez dans le domaine du laboratoire du sommeil, pardon, hein, je ne sais pas pourquoi ce clic a été là, dans le domaine du laboratoire du sommeil. Et donc, vous pouvez aller sur des critères physiopathologiques. En résumé, PPC ou VNI, ben, c'est une question simple, j'allais dire, d'espace-temps. Mais c'est jamais simple, l'espace-temps. Voilà. Je vais arrêter mon exposé là et on peut discuter. Je clique sur arrêter. Hop. Voilà. Merci. Terminé l'exposé. Je suis à votre disposition. Merci François, c'était un véritable plaisir d'écouter et de suivre.
il est vrai que le syndrome d'obésité-hypoventilation, c'est le type même de syndrome où on a besoin de tâter un peu, de voir un petit peu comment les choses se passent. Est-ce que je suis plutôt dans l'obstructif, dans le syndrome d'apnée de sommeil, je dirais simple, ou je suis dans l'hypercapnie et l'hypoventilation. Donc, tout ça, est-ce que je suis dans l'insuffisance respiratoire ou je suis pratiquement à mi-chemin? Donc, tout ça, il faudra savoir le tâter et le jauger, l'évaluer pour pouvoir traiter. Combien de fois on est obligé de traiter peut-être par CPAP et passer VNI, ou alors VNI passer par CPAP, et tout ça pour voir un petit peu, c'est toute la difficulté de la chose. Je passe la parole à M. Faroudi qui puisse nous relater les questions et nous les gérer. Bravo. Bravo à Dr Yo, c'était captivant, je vous le dis tout de suite. Votre approche du versant pneumo est en totale symétrie avec ce qu'on vit dans les salles de réveil et ce qu'on vit aux urgences. Donc, merci d'avoir déjà noté qu'on était vos principaux fournisseurs en termes de diagnostic. Et oui, c'est vrai, il nous arrive de rencontrer ce type de malade c'est-à-dire au coin de la rue, quoi. C'est au détour d'une péritonite, d'un traumatisme. Ils ne viennent pas toujours forcément pour leur pathologie centrale, hein. Ils continuent de vivre, ces gens-là. Ils se cassent des cols de fémur, les femmes accouchent, etc. Donc, oui, c'est une grosse pathologie. J'ai reçu plein de questions. Je me suis permis de les classer en rubrique. Alors, je vous peut-être quelques questions sur la physiopathe. Il y en a d'autres sur le diagnostic. Et enfin, on terminera par quelques questions d'ordre pratique sur la ventilation, proprement parler, et l'appareillage. Donc, si vous voulez bien, peut-être 2 questions de physiopathologie pour que nos collègues comprennent encore mieux tout votre exposé. Alors, l'une des questions, c'est quels sont les rapports physiopathologiques entre l'obésité et la BPCO? Et la deuxième question dans la rubrique, c'est est-ce qu'un asthmatique obèse avec une hypoventilation est inclus dans votre définition? Alors, je commence. Alors, la première question, si vous voulez bien, c'est quels sont les rapports physiopathologiques entre l'obésité et la BPCO? Alors, on croyait il y a 20 ans ou 25 ans, quand j'ai commencé, qu'il y en avait d'importants. Ce n'est pas le cas. Le syndrome des apnées du sommeil et la BPCO sont 2 pathologies très fréquentes et qui se rencontrent par hasard. C'est-à-dire que ce sont ces patients qu'on appelle les overlap syndromes. C'est pour ça que les EFR sont très importants pour les identifier, quoique les traitements ne soient pas forcément toujours très différents. Par ailleurs, on peut avoir des BPCO obèses, donc qui sont simplement hypercapniques du fait de leur BPCO. Ce sont même de meilleurs répondeurs à la VNI que les syndromes obésité-hypoventilation. La principale différence qu'il y a entre un BPCO obèse et un syndrome obésité-hypoventilation, c'est que le BPCO obèse est un obèse qui n'a pas des poumons normaux et des bronchioles normales, ce qui est le cas du syndrome obésité-hypoventilation, qui est quelqu'un qui est a priori avec un poumon normal, même si on peut lui décrire des anomalies physiologiques quand il s'allonge ou des choses comme ça. Vous voulez, l'hypoventilation alvéolaire, quand elle est pure, se fait avec des poumons normaux qui ne respirent pas assez. Le BPCO, ce n'est pas le cas. Alors, la grande différence qu'on va avoir dans la pratique, il se trouve que les BPCO obèses sont plus faciles à ventiler, de pratique, ça Borel l'a bien démontré, que les BPCO très maigres et qui commencent à avoir une cachexie. Et donc, ce sont d'excellents candidats à la VNI, mais ce n'est pas la même maladie, c'est tout. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que oui, largement même. Peut-être un mot sur est-ce qu'un asthmatique obèse avec hypoventilation serait inclus, c'est-à-dire un asthmatique aigu, j'imagine, c'est peut-être ça la question de… Alors, pareil, un asthmatique ne rentre pas dans la définition. C'est quelqu'un qui n'a pas des poumons normaux. Par contre, il est assez fréquent de voir des asthmes associés à des obésités, en particulier de ce type, parce qu'il y a souvent des reflux qui aggravent. Et donc, si vous voulez, quand on a un asthmatique obèse, il faut le traiter comme un asthmatique. Mais on peut se poser la question de savoir s'il a aussi un syndrome des apnées du sommeil. Donc, je pense qu'il faut le traiter comme un asthmatique si son asthme est au premier plan. Puis, dans un second temps, il n'est pas défendu chez un obèse hypoxémique hypercapnique de regarder s'il a des apnées. On peut avoir aussi 2 maladies. Hein. Et ce n'est pas la même maladie dans les définitions.
Oui, alors il y a les questions, alors, il y a plein de questions qui arrivent là tout de suite. Peut-être, oui, est-ce qu'il y a une place pour le dosage des bicarbonates dans le diagnostic précoce de ce syndrome? Alors, volontairement, je n'ai pas abordé ce problème qui est abordé dans les définitions. C'est-à-dire que, grosso modo, il a été écrit et défendu que les bicards étaient un bon moyen de dépistage, puisqu'ils s'élèvent quand la PCO2 s'élève. Hein. En fait, une vraie étude clinique a été faite, en particulier par les Grenoblois là-dessus, et on s'est aperçu que c'était très peu discriminant. Parce qu'il y a beaucoup trop d'autres causes de montée des bicarbonates, en particulier les diurétiques, un certain nombre de médicaments. Et donc, se contenter des bicards, disons qu'il avait été écrit que c'était un bon moyen de dépistage associé à l'oxymétrie. Il s'avère que, grosso modo, dans la vraie vie, c'est beaucoup moins vrai. Voilà. Maintenant, les bicards sont quand même intéressants quand on les confronte au gaz du sang parce que vous donne avec le pH une idée du niveau de chronicité de la chose. Mais se contenter des bicards, c'est du dépistage un peu grossier. Mais tant qu'on est au labo, il y a quelqu'un qui pose la question à propos du dosage de la leptine. Est-ce que ça se fait en pratique? Est-ce que ça aurait un intérêt? Non. Non, ça se fait. C'est de la recherche. Alors, ça, c'est une question personnelle qui a été soulevée tout à l'heure lors de votre exposé. Est-ce que vous faites la différence entre les obèses sarcopéniques et les autres? Est-ce que, en quelque part, ça modifierait votre attitude sur le ventilatoire? Parce qu'en aigu, les obèses sarcopéniques, et on en voit sur des sarcopénies aiguës, post-traumatiques ou post-sepsis par exemple, ils sont franchement demandeurs de niveau d'aide et ils sont demandeurs beaucoup plus de ventilation. Est-ce que c'est un petit peu la même chose? Est-ce qu'il y a intérêt à faire la nuance dans votre pratique? Écoutez, dans la pratique du patient, non, il n'y a pas d'intérêt à faire la nuance. Dans la pratique hors réanimation, je veux dire, bon, on adapte les choses, mais ce n'est pas quelque chose qu'on recherche particulièrement pour ventiler, en tout cas. C'est sûrement intéressant pour les gens qui font de la physiologie et qui font de la nutrition, mais pour ventiler, on ne se sert pas de ce paramètre. Alors, toujours dans le diagnostic, oui? Oui, en réa, ça a peut-être plus d'importance, je veux dire. Oui, mais ça a un avantage dans le sens que ça nous donne une idée d'emblée sur la durée prévue du sevrage. On sait qu'un obèse sarcopénique, voilà. Mais par ailleurs, on restera symptomatique heure par heure sur les modalités de la ventilation. C'est un peu ce que vous décriviez tout à l'heure. Une autre question sur le diagnostic, est-ce qu'il y aurait un IMC à partir duquel on devrait se préoccuper de la survenue d'une hypoventilation? C'est-à-dire, est-ce qu'on dépisterait? Voilà. Quel serait l'IMC cut-off à partir duquel on s'inquiéterait? Alors là, on ne peut pas le dire. Ça a été étudié. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une relation statistique. Plus on est gros, plus on a une chance d'en avoir. Plus l'IMC est important, plus il y a une chance d'avoir un syndrome d'obésité pour ventilation. On peut dire qu'au-dessus de 45, c'est rare qu'il n'y en ait pas, mais ça existe. D'autre part, il y a des gens qui sont beaucoup moins obèses, des IMC à 32, 33, qui ont des syndromes d'obésité hypoventilation sévères, c'est-à-dire des grosses hypoxémies, hypercapnies. Donc, on ne peut pas, à titre statistique, c'est oui, mais à titre individuel, c'est non. C'est-à-dire que, voilà, il y a une relation statistique entre l'hypercapnie et le poids, entre le nombre de gens le nombre de gens touchés par le syndrome d'obésité pour ventilation et le poids, mais il n'y a pas de relation à titre individuel. C'est-à-dire pas parce que celui-là est plus gros, je suis sûr que je vais trouver une hypercapnie. Non, c'est pas. Malheureusement, c'est pas comme ça. Alors, si vous voulez un dépistage, il vaut mieux. Le meilleur dépistage que vous puissiez faire, c'est chez un sujet assis, le laisser assis, et si vous avez une saturation à 94% ou en dessous, il y a déjà une tendance à l'hypoxémie. Vous devez vous interroger pour savoir si l'obèse qui est en face de vous n'a pas soit une BPCO, soit un syndrome d'obésité pour ventilation. Et puis vous l'allongez, vous le verrez chuter encore plus. Mais c'est meilleur que de courir derrière son poids pour avoir une idée où son IMC. D'accord. Donc des tests plutôt dynamiques plutôt qu'une simple évaluation du poids. Oui. Très clair. Très bien. Donc, j'aborde le gros des questions parce qu'il y a beaucoup de questions sur la ventilation à proprement parler. Je vais essayer de faire un petit peu le tri. Oui, excellente question, c'est là aussi. Conduite à tenir devant un patient avec un syndrome d'obésité hypoventilation, mais une insuffisance cardiaque sévère. Donc, quelles seraient vos recommandations pour la VNI sur ce genre de patient avec en plus une composante cardiaque? On peut pas, si vous voulez.
l'expérience montre que, grosso modo, le problème que vous allez avoir sur une insuffisance cardiaque sévère chez ces patients, c'est que vous allez avoir un très grand nombre d'apnées centrales associées, très probablement. C'est-à-dire que, grosso modo, ça devient beaucoup plus compliqué parce que vous allez voir l'expérience, un insuffisant cardiaque global qui arrive en pleine poussée d'un hasard. Il faut commencer par l'assécher, excusez-moi l'expression, c'est-à-dire le rincer au diurétique et lui donner, évidemment… Rassurez-vous, on parle pareil, hein, on est tous aussi… On le fait tous pareil, hein, de diminuer ses résistances, etc. Et tout. Mais, en général, ce patient ne sera pas hypercapnique. Parce que ce sont des patients qui sont normaux ou hypocapniques. Ils deviennent hypercapniques qu'en phase tout à fait terminale, quand vraiment ils sont en train de s'arrêter de respirer. Il n'y en a plus pour très longtemps. Ce sont les patients qui sont… Alors, il est effectif qu'il faut traiter l'insuffisance cardiaque, mais s'il y a des apnées obstructives, il faut les traiter aussi. Alors, le seul problème que vous pouvez avoir, c'est que quand vous les avez bien rincés, en principe, ils ne le sont pas forcément bien, mais si vous les rincez bien, vous risquez de les désamorcer s'ils sont vides. Oui. Ceci dit, je vous rappelle que le traitement d'insuffisance cardiaque aiguë hypoxémique en œdème pulmonaire, c'est la ventilation en pression positive. Il est recommandé de faire de la pression positive. Donc, c'est dans la pratique, en aigu, en tout cas, pas un problème majeur. C'est un problème qu'on va plutôt se poser en chronique. Voilà. Si je peux ramener ma petite contribution de réanimateur, ce genre de patients, chez nous, ils ne sont jamais aussi bien que quand ils sont ventilés. C'est-à-dire la pression positive améliore leur fonction cardiaque, baisse leur précharge, améliore leur post-charge, et tout va bien jusqu'au moment où on essaye de les séparer de la machine, et c'est là où effectivement ça craque. Et d'ailleurs, les échecs de sevrage respiratoire en réanimation qui sont dus à des causes cardiaques sont les plus vicieux. C'est ceux qu'on met beaucoup plus de temps à diagnostiquer et ils sont plus difficiles à traiter par rapport aux échecs purement respiratoires sur encombrement ou sur des… Je suis bien d'accord avec vous, c'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'ils étaient en général bénéficiaires de la… Excellent. Très bien. Alors, il y a, oui, peut-être un éclaircissement pour une partie de votre explication. Voilà, il demande quelle serait la différence entre la EPAP et la PPC, si c'est possible de revenir sur ça. Il n'y en a pas, c'est la même chose. Absolument. C'est la pression positive à laquelle vous redescendez au niveau de repos. Alors, ça doit être la même personne qui m'a posé la même question. Je dormais pendant l'exposé. Dois-je faire une polygraphie ou une gaziométrie ou les deux? Après, ça doit je peux… J'ai une réponse, il ne faut pas dormir pendant les exposés. Non, mais à qui? Non, je vais essayer de répondre sérieusement. Oui. Si votre problème est de faire le diagnostic d'un syndrome d'obésité et hypoventilation, c'est ça le problème, il faut faire le gaz du sang. Si votre problème est de savoir s'il y a des apnées ou pas, il faut faire au départ une oxymétrie et si vous voulez savoir exactement ce qu'il en est, plutôt une polygraphie. Mais une polygraphie respiratoire suffira en général. Impeccable. Alors, je reviens à la partie ventilation qui a suscité beaucoup de questions. Alors, en cas d'exacerbation aiguë hypercapnique, est-ce qu'on pourrait tenter de contrôler via une VNI chronique d'emblée? Si j'ai bien compris la question, c'est ça. Ou doit-on obligatoirement passer par une VNI aiguë avec une FiO2 et un apport d'oxygène? Là, ça, c'est un problème que je n'ai pas abordé. L'apport d'oxygène, en général, se fait en soins intensifs. Il est pratiquement toujours fait, en tout cas dans les premiers jours, sur une VNI aiguë d'une obésité hypoventilation. Mais quand le patient est stabilisé, au maximum, on essaye de se passer d'oxygène pour faire le réglage. Il arrive qu'on ne puisse pas, parce qu'il y a une hypoxémie trop importante, et dans ces cas-là, on ajoute de l'oxygène. Mais il ne faut pas commencer par ça, parce que si vous ajoutez trop d'oxygène au patient, et que vous le surveillez, par exemple, en oxymétrie, vous allez fausser vos résultats. Il est très facile d'effacer des apnées symétriques, enfin des conséquences des apnées. Je veux dire par là, il est très facile d'améliorer la saturation. Il suffit de tourner le robinet d'oxygène. D'ailleurs, vous prenez un patient, je vais vous donner l'exemple le meilleur, vous prenez un patient, mettons, en grande hypoventilation alvéolaire, un neuromusculaire ou un syphosquelettique.
il les sature profondément. Vous mettez 4 litres d'oxygène. Vous allez avoir une courbe de saturation nickel. Simplement, vous allez passer sa PCO2 sans vous le savoir, de 65 à 100. Donc, vous aurez un beau coma calme avec une très bonne saturation. Autrement dit, méfiez-vous. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais mettre d'oxygène. Il faut mettre de l'oxygène quand l'hypoventilation alvéolaire est bien corrigée, c'est-à-dire quand la PCO2 est ramenée en dessous, à 45 ou en dessous, il reste une hypoxémie, à ce moment-là, vous ajoutez de l'oxygène. Mais si vous avez des PO2 qui sont bien remontés, proportionnellement à la PCO2 que vous avez améliorée, vous complémentez pas en oxygène. Voilà. Excellent message. C'est un message d'ailleurs qu'on matraque tout le temps dans les salles de réveil. On peut masquer les désaturations lors du réveil parce que le réveil anesthésique s'apparente un petit peu à des apnées du sommeil, évidemment. On peut très bien masquer toutes les catastrophes avec l'oxygène et les gens peuvent effectivement être en acidose respiratoire au plafond avec des très belles courbes de saturomètre. Absolument. Alors, toujours pour ce qui est de l'oxygénation, on pose la question, quel serait le rôle de l'oxygénation longue durée cette fois-ci dans le traitement? Je ne sais pas si… L'oxygénation longue durée ajoutée à la machine peut tout à fait se concevoir s'il persiste une hypoxémie alors que la capnie est contrôlée. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un patient qui se traîne toujours à 55 de PO2 ou 58 de PO2 et vous avez 40 de PCO2. Ben, ça veut dire que vous avez un shunt associé. Et dans ces cas-là, les études montrent qu'il faut faire comme pour un BPCO, c'est-à-dire que vous complémentez votre ventilation à l'oxygène. Mais il faut attendre d'être sûr d'avoir maîtrisé la PCO2, maîtriser la PCO2. Voilà. Si vous savez maîtriser la PCO2 qui reste une hypoxémie, à ce moment-là, vous corrigez l'hypoxémie résiduelle. Ça, c'est oui. Claire. Alors, une autre question, encore une fois, toujours dans la ventilation. Que pensez-vous de l'approche des Allemands qui ventilent à des niveaux très hauts avec des résultats intéressants chez les BPCO hypercapniques? C'est ce qu'on appellerait la High Level VNI. Oui. Alors là, on change de sujet. On n'est plus dans le syndrome obésité-hypoventilation. Ce sont des techniques de ventilation qui ont fait leurs preuves. Hein, mais à la limite, il faut faire un webinaire sur BPCO. mais c'est des techniques qui ont fait leurs preuves et qui semblent être de plus en plus recommandées. De façon générale, on est plus efficace avec la ventilation de haut niveau, dite qu'on pratique dans les BPCO. Voilà. Alors, il faut arriver à la faire. Elle n'est pas très facile à faire, mais c'est un autre topo. C'est intéressant, hein, comme question. Ben oui, et comment? Alors, toujours ventilatoire, comment distinguer les chutes de débit avec diminution de la commande de celles qui sont sans atteinte de la commande? Tout ça en se basant sur l'analyse des courbes débit-pression éventuellement. Ah oui, alors là, on est en train d'attaquer. Alors, c'est un degré de complexité dont je n'ai pas parlé. En gros, si vous avez une chute de débit avec… il faut avoir, si vous voulez, il faut avoir un contrôle du drive. Alors, ce drive se fait soit par une sonde œsophagienne, bon, un peu sauvage, on ne le fait plus ou alors on le fait en recherche, soit avec des bandes abdominales et thoraciques. Alors là, si vous avez une diminution de la commande, le patient ne tire pas. Alors que si vous avez un maintien de la commande, le patient tire. On dit que vous voyez une apnée avec un effort, bien, c'est maintien de la commande, et vous avez une apnée sans effort, et ben c'est une diminution de la commande, c'est-à-dire un truc central, en gros. Mais pour ça, il faut avoir une approche de l'effort respiratoire. À cette approche de l'effort respiratoire, vous êtes obligé d'avoir des capteurs en plus pour le faire, parce que sur le simple aspect des courbes, ça devient plus compliqué. Alors, une question en relation plutôt avec le versant urgence de la chose. Alors, souvent, les patients qui arrivent en unité de soins en urgence, j'imagine, c'est le sens de la question, ont des troubles respiratoires, pas uniquement une acidose respiratoire isolée, mais aussi une part métabolique associée. Quelles seraient les erreurs à ne pas faire pour ventiler des patients avec des composantes métaboliques? J'imagine que ça parle des alcaloses, hein, en particulier. Attendez. La question peut avoir plusieurs sens. Si le patient est acide et qu'il est hypercapnique, on a toujours intérêt à le ventiler. L'erreur qu'on fait souvent, c'est que, comme on a la trouille de l'acide, on les inonde de bicard. D'accord? Il arrive, on se dit merde, il va faire un arrêt cardiaque, etc. Donc on fait couler les bicards dans le patient, si j'ose dire. Hein. Dès qu'on le ventile,
on corrige la partie respiratoire de l'acidose, après on se retrouve avec des alcaloses meumeux. C'est-à-dire grosses alcaloses. Sans compter que si vous le ventilez très bien, vous pouvez avoir une alcalose de reventilation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous corrigez très très bien la PCO2 et que l'acidose n'était que ventilatoire, vous allez vous retrouver avec une alcalose de reventilation. Et c'est dans ces cas-là d'ailleurs qu'on fait de l'hypercapnie permissive. C'est-à-dire qu'en grosso modo, on essaie de ne pas trop ventiler les patients pour ne pas trop les corriger. Maintenant, si votre patient a une acidose métabolique associée, là, il faudra quand même lui filer des Victars. Mais ce sont des patients complexes. Et là, pour faire l'analyse, il faut que vous ayez le base excess, le pH, des choses comme ça, et vous allez… parce qu'effectivement, un patient qui a beaucoup souffert peut avoir à la fois une acidose dite métabolique, dans ce cas-là, sa réserve est très entamée, et puis une acidose ventilatoire parce qu'il commence à arrêter de respirer. Fatigué, oui. Oui, plus que fatigué, oui. C'est un peu le début de la fin. Ouais. Impeccable. Oui. Alors, en dehors des fuites, quelles seraient les causes les plus fréquentes d'asynchronisme? Oh là 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 là. Quelles seraient les causes? Eh bien, c'est que la machine, en dehors des fuites, ben, ça peut être des détections trop fortes ou au contraire insuffisantes des appels du patient avec la machine. À ce moment-là, la machine se met à respirer d'un côté et le patient de l'autre. Ça existe. Hein. Alors, la première cause de ça, c'est les fuites. Après, on peut avoir des asynchronismes, certains qu'on s'explique très très bien. Mais bon, les asynchronismes, si vous voulez, en chronique, c'est rare que ce soit gênant en dehors des fuites. En aigu, c'est un peu plus compliqué. La première cause d'asynchronisme d'un patient, c'est que les voies aériennes se ferment. Hein. Donc, à ce moment-là, la machine ne reçoit plus de message, elle se met à taper sur sa fréquence de sécurité pendant que le patient respire de son côté. Enfin, ça se voit. Hein. Si ça dure toute la nuit, c'est mal. Voilà. Maintenant, les petits asynchronismes transitoires, il n'y a pas toujours de cause en dehors du fait que ça produit souvent un sommeil paradoxal et on ne sait pas très bien pourquoi. Une petite séquence d'asynchronisme n'est pas toujours gênante, en tout cas chez nos patients chroniques. L'asynchronisme en aigu, ça peut être un peu plus compliqué. Très bien. Peut-être une dernière question sur la ventilation. Il y aura encore 2 questions pour finir. Alors, pour la ventilation par trachéotomie, qu'en est-il des trachéotomies dans ce genre de pathologie? Est-ce que ça peut être indiqué dans une sous-population de patients, par exemple? Alors, la trachéotomie, avant qu'on ait inventé la PPC, Colin Sullivan 81, c'était le traitement historique. Vous aviez des grands apnéiques en train de mourir, vous faisiez une trachéotomie, parce que vous faites une trachéotomie, il n'y a plus d'apnée. Hein, donc, il n'y a plus d'apnée obstructive, en tout cas. Puisque vous passez en dessous. Donc, mais évidemment, maintenant, on ne le fait plus que la main forcée. Et en fait, ce qui reste d'intérêt de la trachéotomie, c'est le sevrage. C'est-à-dire que quelquefois, on n'arrive pas à sevrer un patient sur sa sonde d'intubation. À ce moment-là, vous faites une trachéotomie parce que ça lui diminue ses résistances respiratoires, ça permet de continuer à le ventiler, ça permet de mieux l'aspirer et ça, vous allez pouvoir le sevrer sur trachéotomie. Mais quand tout se passe bien, dans un second temps, vous n'avez qu'une idée maintenant, c'est d'enlever la trachéotomie et de le reprendre après en PPC ou en VNI. Il n'y a pas de sténose ou de choses comme ça. Donc la trachéotomie, maintenant, c'est devenu un traitement historique réservé au sevrage quand vraiment on ne peut pas faire autre chose. Mais les plus graves, ils passent quelquefois. D'ailleurs, je n'ai pas insisté là-dessus, mais le patient dont je vous ai montré les tracés sur 5 heures avec une montée progressive de la c'était un patient qui avait été intubé, trachéotomisé. Et quand je l'ai pris en charge, j'avais enlevé la trachéotomie en laissant juste une petite mini-traque de précaution pour faire mes tests de PPC en me disant si ça tourne vinaigre, je pourrais toujours réélargir l'orifice. Ça s'était bien passé. Mais la trachéotomie, c'est pour passer un cap difficile. C'est pas fait pour être gardé, sauf cas particulier. Impeccable. Par contre, pour nous, c'est notre fonds de commerce pour ce qui est de ce genre de pathologie. On est des trachéotomiseurs. On est trachéotomiseurs précoces en plus. Dans le service, je parle de l'expérience du service. L'essentiel de nos patients, vu qu'on fait des traumas crâniens et qu'ils soient obèses ou pas d'ailleurs. Je ne vous parle pas des séquelles d'AVC ou de droit, parce que quand vous avez des patients qui s'encombrent, la vraie indication, dans ces cas-là, c'est effectivement pour pouvoir les aspirer, etc. On est dans une autre pathologie. Absolument, exactement.
Alors, peut-être que deux autres questions pour finir. Quelle serait, Petite en fait, seconde, une petite seconde, je commence à manquer de lumière. Voilà, ça doit être mieux là, non? Ah bah oui. Oui, parce que le jour tombe, figurez-vous, même en France, il tombe partout. Ça va être plus clair. Oui, ça va être plus clair, absolument. Alors, qu'en est-il des systèmes légers de CPAP? Vous savez, les anciennes valves à ressort qu'on pouvait monter sur une valve et mettre tout ça sur un masque. Est-ce que ça reste toujours une solution, surtout si on n'a pas de machine, évidemment? Est-ce que ça peut rendre service? C'est la solution de réa, mais pas de domicile. Oui. Ça peut rendre service, oui, bien sûr. Mais vous ne pouvez pas installer ça à la maison. D'accord. Donc, ce n'est pas de la pathologie chronique, là. Vous êtes dans l'aigu. Ok, très bien. Et je clôturerai par une question un peu… Oui, alors, quelle serait la meilleure interface? Le masque demi-face, le masque nasal, les canules nasales? Ah, ça, c'est une bonne question. La meilleure interface, à chaque fois qu'on peut, c'est nasal. D'accord. Attendez, je vais nuancer. En aigu, on fait souvent facial. D'accord, hein? Mais très rapidement, en chronique, on passe en nasal, sans compter que les syndromes obésité pour ventilation ont une morphologie telle qu'avec un gros voile du palais et une grosse langue, on n'a pratiquement pas de fuite. Donc, à chaque fois qu'on peut, quand on veut faire du chronique, on passe en nasal. Même en aigu, si on peut passer en nasal, c'est bien. Mais en aigu, c'est quelquefois un peu plus difficile. Il faut se méfier du facial, en particulier pour une raison claire, c'est que le masque facial type domicile, quand vous commencez à serrer très très fort le bas du masque, vous faites reculer le menton et vous recréez les apnées. On a très belles observations de ça. Donc, à chaque fois qu'on peut, du nasal, c'est bien. C'est clair, très bien. Merci. C'est Brahimi, tu as des questions peut-être de ton côté? Je suivais avec intérêt, pas spécialement. Je remercie François Viau d'avoir vraiment accepté et nous a fait ce topo. Je remercie Asmar d'avoir participé à ce webinaire. J'ai contacté Sekohen, on a parlé, il n'y a pas mieux que Faroudi, il en fait, donc c'est pourquoi je t'ai invité à venir animer avec nous. Et tu l'as fait avec brio, toi qui nous voulais faire autre part. Finalement, tu as très bien géré. J'ai parlé aussi, j'en ai parlé à Hada ou j'en ai parlé à Cohen, peut-être que nous avons vraiment intérêt à développer un groupe de travail VNI parce que ça, vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose sur laquelle on peut vraiment capitaliser, faire des topos comme ça, des EPU et vraiment travailler main dans la main entre les pneumologues et les réanimateurs parce qu'on se rend service. Une fois que le malade est chez vous, il sort en soins intensifs ou en chambre ou chez lui, il faudrait qu'on le prenne en charge. Et donc, nous avons vraiment intérêt à avoir une prise en charge qui soit homogène et qui soit limpide et simple. Je remercie les laboratoires Novartis d'avoir sponsorisé ce webinaire. On se donne rendez-vous. Alors, prochain webinaire, c'est la BPCO VNI avec Gonzalez de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Je remercie tout le monde. Je te remercie François, Faroudi et l'ASMAR et bien sûr la Fédération de médecine du sommeil. Merci à tous. Au revoir, merci bien. Au revoir. Très bon choix, Jésus Gonzalez. Hein? Vous ne pouvez pas faire mieux. C'est très bien. Salut. Au revoir. Et vivement le déconfinement. Hein? On puisse se promener un peu et aller se voir. Merde. Allez, au revoir. Bye bye. Bye bye.